grand dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibiro. Halud Mauni. Chenibiri. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes mercredi 2 septembre 2015. Bienvenue donc à cette émission, une émission consacrée au foncier. Au foncier, un problème qui ne finit pas au Mali. Et pour débattre donc de cette thématique, nous avons deux invités, Boubacar Tangara de la cellule des Sans-Voix et Issa Guindo, ancien maire de la commune 4. Je suis Famoussa Sidi Kanté est à la technique. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Aujourd'hui, selon plusieurs médias maliens, ce n'est pas le problème de texte qui régit donc ce domaine du foncier au Mali qui manque. Bien au contraire, l'État a décidé donc de confier la gestion des terres à deux entités, au ministère de l'administration territoriale et à la direction nationale des domaines et du cadastre, donc qui sont chargés de la délivrance donc des titres d'occupation des parcelles. Alors, nous avons comme invité, je vous l'ai dit tout à l'heure, la cellule des Sans-Voix et un ancien maire avec nous. Mais en attendant que Issa Guindo arrive dans ce studio, cette première question s'adresse à Boubacar Tangara. Boubacar Tangara, les conditions que je viens donc de citer, est-ce que toutes ces procédures sont respectées par les usagers au Mali? Si quand même je comprends bien, je saisis bien la question. Par rapport à cette procédure, si toutefois, c'est ce que je peux donner comme réponse, si toutefois cette procédure était respectée, on n'allait pas avoir des ennuis par rapport au foncier. Donc si vous voyez que de jour en jour, les problèmes surgissent et ça ne finit pas, c'est tout simplement parce que ce n'est pas parce que les textes en font défaut, mais c'est leur application qui n'a tout à fait pas été respectée de part et d'autre par les responsables, par ceux qui doivent les respecter et ceux qui doivent instruire ce respect-là. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, le problème foncier est devenu le problème le plus récurrent sur toute l'étendue du territoire malien. Voilà. Alors pour rester dans le factuel, cette procédure, vous avez dit ici, elle est bien appliquée. Cela va éviter des problèmes. Aujourd'hui, nous avons vu ces démolitions à Souleymane Bougou dont les habitants disent qu'ils détiennent les titres autorisés et attribués par l'État. Aujourd'hui, c'est l'État qui est en faute. Est-ce que on peut comprendre un peu avec vous, dans ce cas précis, quelle est la particularité par rapport aux autres cas? Ok, toujours, je vous remercie, M. Sidibé. Alors, vous venez de soulever un cas particulier. Et vous, déjà, vous prenez la position pour dire que, alors, ce cas-là, l'État est en faute là. Selon les constats. Voilà, là, je souhaiterais que vous, quand même, vous parlez avec un petit réserve. Là, c'est le grand problème par rapport à ce cas, c'est que tous les éléments d'information n'ont pas été mis à la disposition des uns et des autres. Sinon, la démolition au niveau de Souleymane Bougou, les gens ont essayé de recueillir les informations à tort à travers. Donc c'est ce qui fait qu'il y a eu une désinformation de part et d'autre, ce qui a causé énormément de problèmes. Nous, on ne va pas attribuer la raison à l'État, on ne va pas attribuer la raison aux occupants, mais tout simplement ce qu'on peut dire, nous au niveau de notre association, après analyse des faits, nous avons rencontré ces victimes-là sur place, on a effectué le déplacement pour aller voir les faits, on a rencontré l'État et avoir également des documents d'information par rapport à ça, faire la synthèse par rapport au texte existant, et j'avoue qu'il y a de quoi à s'inquiéter. Alors, il s'agit bien entendu d'une démolition administrative. Et cela, la question, c'est de savoir, est-ce que cette démolition, elle est respectée ou pas? Une décision, est-ce que l'administration peut effectuer une démolition administrative ou pas? Donc, tout court, à la matière, cela est bien faisable. L'administration peut démolir. Et maintenant, quelles sont les formes? Ça aussi, il s'agit maintenant de voir cette forme-là. Et toujours, donc, on se rabat toujours à la procédure, le non-respect de la procédure. Vous allez voir, ces occupants-là, ils sont souvent détenteurs des documents signés, sinon délivrés par le préfet du Kati. Il s'agit de voir maintenant, est-ce qu'il est habilité à attribuer maintenant des parcelles maintenant sur cette zone? Est-ce que la zone-là, lui, a été affectée au fin de les attribuer pour quelle fin aussi? Donc, toutes ces questions-là,
Si toutefois cela n'a pas été respecté, il s'agit tout simplement de voir maintenant une attribution illégale et qu'il y a lieu maintenant que l'administration prenne sa responsabilité. Alors, dans ce cas précis, la conclusion a été tirée déjà par le ministère du domaine de l'État qui a affirmé à travers un communiqué qu'il y avait eu vice de forme dans cette procédure de délivrance du préfet à l'époque de Kati. C'est le communiqué du ministère qui l'a évoqué. Donc, nous nous basons uniquement que sur ces faits-là. Donc, s'il y a manquement, c'est certainement à ce niveau-là qu'il y a eu manquement à la loi. Donc, partant de cette réalité, aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée de l'avancement donc, de la procédure des requêtes des populations qui ont été déguerpies de cette zone de Souleymane Bougou? Qui ont été démolis. Ils ont été démolis en tout court. À notre connaissance, ils se sont organisés en collectif. Et c'était le préambule d'une association. Et c'était pas tout à fait une association d'abord. Et il était question de saisir qui de droit. Donc ils se sont constitués pour saisir des avocats. Et les avocats, bien entendu, avaient parlé de leur honoreur. Et je crois que c'était à ce niveau-là où il y a eu des chevauchements. Il y en a qui étaient partants, il y en a qui n'étaient pas partants. Et notre information se limitait à ce niveau-là. Voilà. Merci beaucoup. Donc c'est un peu ça. Toujours, pour conclure ces deux questions, il faudra quand même se rabattre tout le temps par rapport à l'application de ces textes. Vous allez voir des textes liés maintenant à l'attribution des domaniales. Toujours, c'est l'application des textes-là qui cause problème. Voilà. Merci beaucoup, Boubacar Tangara. Je rappelle que vous êtes de la cellule des sans-voix. Alors, nous avons un ancien maire avec nous qui vient de faire son entrée dans ce studio, Issa Guindo. Bonjour, Monsieur Guindo. Bonjour. Alors, nous sommes à ce stade du débat, nous sommes à l'introduction. Malheureusement, vous n'avez pas entendu mon introduction, mais pour l'essentiel, l'État a décidé donc de confier la gestion donc, des terres à l'administration territoriale ainsi qu'à la Direction nationale des domaines et du cadastre. Est-ce que vous pensez que cette procédure, cette gestion que l'État a confiée à ces deux structures est respectée pour la plupart des cas de litige foncier au Mali? Bon, je vous remercie pour m'avoir invité sur ce plateau. Bon, je vous avoue quand même souffrir de l'impréparation parce que aujourd'hui, c'est à 15h qu'on m'a averti, donc... toutes nos excuses. Merci. Je crois que cette procédure, si tous les acteurs jouent leur rôle, il n'y a en fait pas de problème. Le pays est lancé sur la décentralisation et il a été cité en exemple dans toute la sous-région. Donc il n'y a pas de raison que nous restons à la traîne. Et je crois que le fait de transférer ces compétences aux collectivités et à la Direction nationale des domaines est une bonne chose. Mais là où il y a le couac, c'est quand, par exemple, un des acteurs ne joue pas son rôle pleinement, qu'il y a problème. Et je crois que si tous les trois acteurs jouent leur rôle, les bénéficiaires seront bien gérés. Et c'est l'État qui donne aussi va donner conformément à la réalité. Et je crois qu'il n'y aura pas de problème. D'accord. Alors, pour que les auditeurs puissent bien comprendre de quoi nous parlons, j'imagine que vous avez dû entendre plusieurs fois cette question, mais je vais vous la reposer. Quelle est la responsabilité d'un maire d'une commune dans la délivrance d'une parcelle? Bon, le rôle d'un maire dans la délivrance d'une parcelle, au fait, le maire joue le rôle d'intermédiaire entre les bénéficiaires et l'État. Parce qu'un maire ne peut pas user d'une parcelle de lui-même. C'est à partir de certaines données, en l'occurrence l'enquête ménage, c'est-à-dire que l'État octroie une partie de son domaine à la collectivité. Et à partir de cet instant, les bénéficiaires étant déjà connus, et les équipements et les places publiques, tout est connu. Donc ça suit un chemin
d'urbanisation. Et c'est à partir de cet instant que le maire joue son rôle d'arbitre pour donner à qui des droits la parcelle. Au fait, le maire ne fait qu'une réhabilitation. C'est ça le problème, justement. C'est le rôle du maire, la réhabilitation des quartiers spontanés. Et en réhabilitant, on déguerpit. Et en déguerpissant, naturellement, on commet des dégâts. C'est-à-dire qu'on casse les maisons pour ne pas laisser les personnes sans abri. Et l'État donne une partie qui constitue une zone de recasement. Et c'est à ce niveau que le maire joue son rôle. Voilà. Alors, les noms des maires sont souvent cités dans beaucoup de litiges fonciers. On accuse certains maires de vendre 2 fois les mêmes parcelles. Aujourd'hui, est-ce que vous comprenez ces écarts des maires? Bon, au fait, le maire ne doit pas vendre. Il n'a même pas le droit de vendre. Parce que si on casse la maison d'un... On va parler d'attribution alors. D'attribution, voilà, exactement. D'attribution, ça c'est le mot le mieux indiqué. Mais moyennant peut-être... Non, pas encore. Non, c'est les frais d'utilité qu'on paye à la mairie, qui ne dépassent pas, le maximum c'est 300 000. Hein. Donc ce n'est pas une vente, mais une attribution, c'est une réhabilitation. Et ça c'est pour servir les déguerpis, le minimum de viabilisation. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que les quartiers déjà lotis réhabilités par les maires, souvent ne sont pas viabilisés à 100%, parce que les frais y afférents ne sont insuffisants. 300 000 francs pour viabiliser quoi. Donc c'est un problème. Est-ce que vous comprenez ces scandales à répétition que l'on constate un peu partout au Mali, indexant les maires? Bien sûr que oui, je constate ça, j'en suis un exemple. Est-ce que vous en avez été victime? Bien sûr, plusieurs fois victime. Souvent, la plupart des cas, c'est souvent des diffamations, parce que tu sais que nous sommes sur un espace politique, donc l'adversaire ne rate pas la moindre occasion pour enfoncer le clou si cela s'est passé. Donc moi je crois que le maire ne peut pas outrepasser ce que l'État lui a donné. Il ne peut pas outrepasser. Si par exemple l'État transfère 10 hectares à une collectivité pour les besoins de recasement, il ne peut pas outrepasser ça. D'accord. Voilà. Alors, nous allons voir avec Boubacar Tangara de la cellule des sans-voix. J'imagine que cette cellule a été créée suite à un certain nombre de litiges fonciers. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de monsieur le maire, de l'ancien maire de la commune 4, Issa Guindo? Ok, je vous remercie d'abord. Et ensuite, je lui donne bonsoir, monsieur le maire. Donc, je sais qu'il est venu en retard. Et nous, on est très à l'aise lorsque nous avons en face des maires. Parce qu'il n'est pas dit qu'ils sont tout à fait de bonnes mèches avec nous. Alors, au niveau de la société civile, c'est vraiment nos partenaires de tous les jours. Mais c'est nos adversaires également. On est sur tous les fronts. C'est la première fois que je suis en face de lui. Mais il n'y a pas 2 jours, j'ai eu un dossier que c'est lui, maire Issa Guindo, qui a signé. Le dossier est avec moi dans mon sac. Est-ce que vous comprenez? Un litige foncier, mais le document présenté à moi, c'est signé par celui-là. C'est pas la commune 4 aujourd'hui, je ne suis pas un méconnu là-bas, dans la mairie aujourd'hui. Maintenant, Issa Guindo, beaucoup entendu parler de lui. L'occasion m'y est présentée aujourd'hui. D'accord. Donc, alors, pour vous juste dire... avant que vous ne répondiez à cette question, puisque vous avez pris du temps, moi aussi je vais prendre du temps. Nous allons observer une courte pause et je vais vous redonner la parole. Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Le problème foncier est un problème récurrent ici au Mali. Le problème ne finit pas. Alors, nous avons 2 invités pour discuter donc de cette thématique, le foncier, un problème qui ne finit pas au Mali. Alors, vous aviez la parole tout à l'heure, Boubacar Tangara, de la cellule des sans-voix, pour nous dire si vous étiez d'accord avec les propos de monsieur le maire, de monsieur Guindo, ancien maire de la commune 4. Allez-y. Okay. D'abord, de propos en propos, alors vous avez commencé par lui poser la question sur la position de l'État. Allez-y. Ok, c'est-à-dire
l'attribution des terres, le fait que ça soit confié à l'administration territoriale et également la direction des domaines. Nous, bien entendu, si on a une position, c'est que notre souhait, comme M. le maire vient de le dire, que leur rôle, c'est un rôle d'intermédiaire, c'est de bannir ces intermédiaires-là par rapport à l'attribution des terres, pour seulement situer la responsabilité en cas de faute. Si toutefois, la gestion, elle est aujourd'hui confiée uniquement au domaine, département des domaines, ministère des domaines et tout ce qui peut être dessus, et c'est le seul département chargé maintenant à donner maintenant des parcelles, délivrer des documents, on pense qu'aujourd'hui, le cas que vous venez de citer, qui est de Souleymane-Bourg, n'allait pas se poser. Si l'administration territoriale doit donner, à travers le domaine, le préfet doit donner, le sous-préfet doit donner, le maire doit donner, et qui d'autre, le chef de village doit donner, finalement, on ne saura pas qui est quoi, qui fait quoi. Donc, ces imbroglios, c'est ce qui crée aujourd'hui tous ces problèmes. Donc, notre position par rapport à ça, la première question que vous avez à le poser, c'est de bannir à tous les intermédiaires. Constitue le problème que l'histoire foncière soit gérée par le département tutelle. Point barre. Ça, c'est notre position. En cela, il y a une loi qui les attribue des prérogatives, les maires, les préfets, etc. Et je me rappelle encore, lors des états généraux sur les fonciers en 2007, aujourd'hui, l'actuel directeur régional des domaines, à la personne de Moussa Doumbia, sa question, c'était une seule question, c'est la relecture de cette loi. Et c'est tout. Et la seule relecture de cette loi peut régler tous les problèmes. Ça, c'est également notre position. Et par rapport à la deuxième question, quand vous avez parlé du rôle du maire, effectivement, et également les doubles attributions et consorts, ça existe beaucoup. Mais en cela, chaque fois que nous, au niveau de notre association, on a un dossier, et ce que nous avons constaté qui est vraiment également amer, vous savez, le maire, il n'est pas sur le terrain généralement. Il y a un service technique, sur l'ensemble des services techniques qui font des travaux préliminaires et on soumet le document à la phase finale au maire pour signature. Et c'est en ce moment qu'il a posé sa signature et le problème tout de suite est posé. Donc, il va de soi que lui, en tant que le représentant, le premier responsable, qu'il soit épinglé. Donc, généralement, ils sont également épinglés à ce niveau-là. Donc, les services techniques qui doivent vraiment effectuer les opérations dignement, et quand même, s'il y a problème, c'est vraiment à eux qu'on doit s'en prendre. Maintenant, il n'y a pas de mesure pour le maire à pouvoir éviter le travail établi pour être soumis à lui. D'accord. Alors, nous allons reposer cette question à monsieur le maire, à l'ancien maire de la commune 4, Issa Guindo, qui est avec nous pour débattre donc de cette question du foncier au Mali, du casse-tête du foncier au Mali. Alors, nous avons vu plusieurs fois des maires de communes être suspendus par des arrêtés du ministère de l'administration territoriale. La dernière suspension, si je ne m'abuse, en date, c'est celle du maire du district de Bamako qui a été suspendu suite au lotissement de la zone Faladier Est qui est considérée comme étant en zone aéroportuaire. Alors aujourd'hui, M. Guindo, dites-nous comment est-ce que la mairie peut être au cœur d'un tel scandale de parcelles. Bon, je vous remercie. D'abord, je rectifie ce que M. Tangara vient de dire. Vous savez, l'administration territoriale ne donne pas de terre. Non. La terre est toujours donnée par les domaines. Mais via l'administration territoriale, parce que c'est la décentralisation. Et les maires, c'est leur rôle. C'est eux qui gèrent justement la collectivité. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a même pas d'amalgame. Hein. C'est comme je l'ai dit aussi haut, j'ai dit que si chaque acteur jouait son rôle, il n'y a pas de problème. Mais malheureusement, peut-être quelque part, ça pêche. Sinon, le domaine, c'est l'État. L'État détient ces terres et pour les besoins d'utilité publique ou pour des besoins individuels, l'État cède une partie de son domaine soit aux collectivités, soit à un privé. Donc si ça se passe comme ça, l'État passe par l'autorité de tutelle qui est l'administration territoriale. L'État ne gère pas directement de la mairie à l'État. C'est l'administration territoriale. On dit pour les besoins de recasement de telle commune, on met tant d'hectares à la disposition de la collectivité. Ça passe par l'administration territoriale. Point barre.
aucun maire ne peut outrepasser cette compétence. Vous comprenez? Et maintenant, peut-être à dire que y a eu un scandale, ce qui vient de se passer par rapport au maire de district, je ne maîtrise pas ces dossiers. Quand vous dites qu'aucun maire ne peut outrepasser cette mesure, c'est l'arrêté du ministre de l'administration territoriale qui suspend le maire Adama Sangaré du district signifie bien la parcelle n'appartenait pas à la mairie, mais malgré tout, la mairie a procédé au lotissement. Est-ce que ces cas similaires sont normaux? Non, mais justement, si un maire s'autorise à faire ou à morceler un espace qui ne lui a pas été donné, ça dépend qu'il le fait. Ça, c'est risque et péril, justement. Sinon, la procédure est très normale et très claire. C'est un conseil des ministres. Pour les besoins de réhabilitation, c'est le conseil des ministres qui transfère une partie de son domaine à une collectivité via l'administration territoriale. Et ce domaine est connu, il y a le cadastre. Si c'est 10 hectares, c'est 10 hectares. Et on sait combien de parcelles ça fait. Et les bénéficiaires sont connus. Est-ce qu'il doit y avoir de l'amalgame? En principe, non. S'il y a autre chose, donc le maire outrepasse ses compétences. Parce que le domaine de l'État, ce n'est pas le domaine des collectivités, mais c'est le domaine de l'État qui transfère ça aux collectivités. Et c'est après ce transfert que le maire a maintenant le droit de l'user. Alors, pour bien comprendre, quel document donne le quitus au maire pour délivrer ces parcelles? Est-ce qu'il y a un document qui émane des autorités vers les mairies? Oui. Il y a le décret qu'on envoie à la commune. Donc, certains maires peuvent faire fi de cette mesure. Mais maintenant, si un maire fait fi de ça, il le fait fi à ses dépens, comme je l'ai dit, à ses risques et périls. Mais la procédure est très claire. Les collectivités, la gestion des collectivités est très claire. Il y a le conseil communal, il y a l'enquête ménage, on sait le nombre de réhabilités dans tel ou tel quartier, et ça a été fait avec les différents acteurs. C'est qui? C'est la population, un représentant de la population, ou deux, et puis les collectivités et les techniciens. Bon, maintenant, là où je donne raison à M. Tangara, effectivement, le maire, il est dans son bureau. Il est dans son bureau, mais il a des outils de contrôle aussi quand même. Les outils de contrôle, c'est quoi? C'est quand on te présente un document, c'est vraiment de se fier aux services techniques encore habilités pour voir si le travail a été bien fait. Et ceci ne peut pas se faire autrement que par l'urbanisme, les domaines, l'assainissement, tout ça, parce qu'il faut avoir encore un plan approuvé. Donc il y a une traçabilité à tous ces niveaux. À tous ces niveaux. C'est-à-dire que tant que si tu vois qu'il y a problème, ça veut dire que quelque part, l'acteur n'a pas joué son rôle. Voilà. D'accord. Ok. Alors nous allons voir le cas de cette démolition l'année dernière de Kalabambougou. Près de 300 maisons ont été détruites donc dans cette zone. Est-ce que vous pouvez nous dire à ce stade des enquêtes où est-ce que nous en sommes avec ce dossier Boubacar Tangara de la cellule des sans-voix? Monsieur Sidibé, je ne sais pas trop, mais c'est pas ce qui te lie beaucoup à cette démolition de Kalabambougou. Mais à chaque fois tu reviens dessus, je ne sais pas si les populations ont besoin de savoir. Donc, c'est notre raison d'être. Peut-être qu'il y a un intérêt particulier dans cette histoire, je ne sais pas, mais tu es trop lié à cette démolition de Kalabambougou. Tu l'as fait confronter à la démolition de Sunabambougou. On t'a dit ici que ce n'est pas le même cas, c'est pas le même langage. Nous avons besoin de savoir. Bon, qu'est-ce qui se passe? Non, rien ne se passe. Ce qui est sûr, l'administration est là, elle joue son rôle, et puis les choses suivent leur cours normaux, je pense. Bon, en ce qui concerne, moi, généralement, par rapport à ces dossiers, l'association la mieux indiquée, c'était l'UACCDD, dont le secrétaire à relation devait venir, mais malheureusement, il y a eu un contretemps sérieux, et puis on prie pour l'âme du défunt. Donc lui, il est mieux placé pour mieux vous parler de ce dossier-là, parce qu'il en a pris corps et âme. Et nous, quand on était associés, j'ai dit, mais il est dans le coup, c'était pas la peine de venir quand même par rapport à ça. Mais chaque fois, si on pouvait l'épauler, on le ferait. Donc par rapport à ça, on le faisait. Donc ce dossier, je ne suis pas tellement au parfum de ce dossier. Maintenant, pour revenir un peu à ce que M. le maire avait dit, juste par rapport à l'attribution de passage, comme il est venu un peu en retard, votre première question, moi ma position a été claire, je vais répéter devant M. le maire, c'est que l'application des textes fausses. C'est ce que j'ai dit ici, il y a problème, c'est ça. Sinon, j'ai dit les textes sont très clairs, mais c'est l'application qui cause problème. Et quand l'application pose problème, il va de soi que les gens soient mécontents.
Ça, c'est mon analyse tout court par rapport à la question. Alors, vous avez parlé aussi des fautes peut-être causées par les maires de part et d'autre. Comme il a si bien dit, si un maire s'outrepassait, c'est assez dépend. Et ce cas précis, c'est un exemple palpable. Le maire central, il a été suspendu. Et le ministre a motivé sa décision par rapport à ça. Et j'avais même demandé à Massa, il détient le document, il avait demandé d'amener ça. Et des notifications délivrées sur les zones aéroportières signées par le maire central à Massanari. Et je pense qu'il n'a aucun droit de le faire. Il n'a pas été saisi d'un décret peut-être de dérogation, etc., etc. Il n'y a pas ça. Et il en a fait quand même. Et aujourd'hui, si on voit peut-être de part et d'autre, on essaie d'attribuer à cette suspension des raisons politiques, on est vraiment désolé. C'est lui qui est l'instigateur principal de ces opérations de retrait et réattribution des parcelles. Ah, on le dit. Et ça a causé d'énormes dégâts. Et jusqu'à preuve du contraire, il continue à les gérer. Et aujourd'hui, ce même maire est devant le juge d'instruction de Koulikoro par rapport à ces mêmes histoires de retrait de parcelles. Et c'est pour vous dire que cette histoire-là, il a faussé l'application de la procédure, le non-respect du décret 0212 PRM du 6 mars 2002, qui régit ce qui concerne la forme et les conditions d'attribution de parcelles. En son chapitre 3, l'article 11 à 15 parle de la procédure, la forme à respecter, que le maire de n'a pas respecté, et s'il y a eu quoi que ce soit, c'est à ses dépens. Et vraiment, je pense qu'il est quand même lui-même, comme on l'a dit, victime de ses propres turpitudes. D'accord. Alors nous allons observer quelques secondes de pause avant de poursuivre avec cette émission. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Studio Tamani sur les réseaux sociaux, c'est notre page Facebook, notre compte Twitter, mais également notre site web. Et faites-nous part de vos réactions si vous le souhaitez avec à travers notre boîte mail contact au singulier @studiotamani en un seul mot.org. Alors nous sommes donc à la dernière partie de cette émission, une émission qui réfléchit sur le problème foncier au Mali. Nous avons vu certains cas de litiges fonciers dans le pays, notamment la zone de Souleymane-Bougou, de Kalabambougou, mais également la zone aéroportuaire qui fait également parler d'elle avec la suspension le 17 août dernier du maire du district Adaman Sangaré pour avoir donc loti cette zone de Faladier Est-Nord. Alors, nous avons deux invités, Issa Guindo, ancien maire de la commune 4, et Boubacar Tangara de la cellule des Sans-Voix. Alors, aujourd'hui, est-ce que les textes qui existent en matière de gestion du foncier au Mali, ces textes sont vétustes si il faut aujourd'hui amener des réformes, M. Guindo? Bon, moi, je crois que le législateur a beaucoup réfléchi par rapport à tout ça. Maintenant, la relecture de ces textes, c'est de voir maintenant comment peut-être corriger les imperfections. À ce niveau, quelles sont les imperfections? Bon, les imperfections, c'est d'abord ne pas permettre à faire usage abusif du droit coutumier. C'est-à-dire que beaucoup de litiges naissent à partir aussi des coutumiers. C'est-à-dire que l'État n'ayant pas bien maîtrisé le cadastre, donc un propriétaire de champ qui vend une bonne partie de son champ alors que c'est l'usufruit. Sans oublier que ces champs-là font partie aujourd'hui de la capitale. Non, je dis même pas de la capitale, mais c'est l'État. C'est le domaine de l'État. Il n'a pas droit à en user à part l'usufruit, à part l'exploitation qu'il en fait. Et ça, il peut le faire autant qu'il le voudra, tant que l'État n'a pas encore, pour cause d'utilité publique, eu besoin de ça. Il est là. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous savez, il y a les retraits actuellement de plusieurs hectares. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et souvent, la faiblesse aussi se situe à un niveau où, par exemple, quand on donne, par exemple, 100 hectares à quelqu'un pour peut-être faire l'agriculture ou l'élevage, il ne doit pas morceler pour en vendre.
Mais malheureusement, l'État devrait contrôler, inspecter. Est-ce que réellement le cahier de charge a été respecté? Parce qu'un titre est toujours assorti d'un cahier de charge. Les textes sont très clairs là-dedans. Pour tel usage de construction rurale, c'est quoi? Pas usage d'habitation. C'est peut-être pour faire l'élevage, pour faire l'agriculture. Ça, c'est bien normal. Mais maintenant, est-ce que l'État a fait un contrôle, une inspection, ou bien une évaluation même à mi-parcours de l'usage que la personne voulait en faire? Si par exemple le ministre partait trouver sur 100 hectares plusieurs réalisations qui a créé des emplois, qui créent aussi les ressources de plus-value, tu crois que le ministre allait dire que bon non, je te retire ça? Parce que là, c'est une utilité publique. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et c'est ce que moi j'ai déploré. Donc vous pensez qu'il doit y avoir des enquêtes en profondeur pour éviter certains cas liés aux litiges concernant le droit coutumier, par exemple? Voilà, par exemple. Sinon, on a beau accuser les maires, je te dis que les pouvoirs des maires sont limités en matière de gestion foncière. Le maire ne fait que réhabiliter les quartiers. Et quand il aura fini de réhabiliter, là, en principe, il n'y aura plus d'argument. C'est fini. C'est pas une agence commerciale, ce n'est pas une agence de gestion immobilière, rien. C'est la gestion des collectivités. D'accord. Alors, Boubacar Tangara, merci beaucoup Issa Guindo, ancien maire de la commune 4. Alors, Boubacar Tangara de la cellule des sans-voix. Aujourd'hui, quelles sont les imperfections donc, de cette, du foncier au Mali? Est-ce qu'il faut apporter des amendements, des réformes? Merci, M. Sidibé. Alors, vraiment, à notre niveau, au niveau de l'association, il y a quelque temps, je pense, si j'ai bonne mémoire, c'est en décembre 2014. À l'époque, c'était encore Tcheman Iber qui était le ministre des Domaines. Alors, nous l'avons saisi par rapport à cette histoire. C'était d'abord la mise en place d'une politique cadastrale digne de son nom pour Blanco et Kati et toutes les capitales régionales. L'instauration par de ça. Et jusqu'ici, ce dossier, on n'en a pas connaissance de l'évolution. Et à l'époque, si on avait j'ai bonne mémoire, les bailleurs étaient prêts. Il y avait eu une base de consensus par rapport au financement du projet. Mais jusque-là, on ne sait pas où s'en sommes-nous avec ça. Et cette politique, on pense que ça manque. Si vous voyez 2 titres fonciers créés et qu'il y a eu chevauchement, ça voudrait dire qu'il n'y a pas une bonne politique vraiment cadastrale digne de son nom. Sinon, il ne peut pas y avoir chevauchement, ce n'est pas possible. Ou bien superposition des titres fonciers, ce n'est pas possible. Alors, en cas de superposition, en cas de double copie de titres fonciers, qu'est-ce qui donne raison à tel ou tel propriétaire? C'est la primauté qui compte. C'est ça qui va causer le problème. Le plus ancien document. En ce moment, le litige, c'est un bras de fer qui va commencer. Et le problème est tout de suite instauré. Et toujours par rapport à votre question, cette imperfection, il y a plusieurs lois. Le code domanial actuel, c'est-à-dire le code domanial en vigueur, le premier point, c'est déjà soulevé par M. le maire, l'usage abusif du droit coutumier. Et l'aspect également sur lequel je vais parler, c'est par rapport au prix des cessions. Vous allez voir les constructions rurales, comme on dit. Le mètre carré, si c'est donné, c'est à 2000 francs ou bien c'est à 1500, c'est quand même à une somme forfaitaire. Qui ne permet pas de viabiliser la bien entendu. Et maintenant, l'intéressé est là en position de son titre foncier, qui est inattaquable, qui lui permet quand même d'avoir le droit d'usage et d'usufruit, tout. Et en ce moment, lui, c'est pour encore essayer quand même de faire la spéculation avec ça après, et à des coûts exorbitants. Et le prix des cessions-là, des mètres carrés ou bien de ces dimensions-là, par zone, vraiment, nous souhaiterons que ça soit révisé. Ça voudrait dire tout simplement, celui-là qui est agité, qui harcèle quand même l'acquisition maintenant de cette terre-là, c'est parce qu'il s'est dit en contrepartie, il peut le vendre maintenant pour en générer un bénéfice réel. Mais l'État, en tant que propriétaire digne de cette terre-là, quand même, n'en profite pas. Et si demain, la même utilité publique se causait, comme le disait M. le maire, alors là, l'État est tenu à payer encore très cher les mêmes parcelles qu'il a cédées au moins il y a quelques années, à des prix quand même insignifiants. Vous allez voir le cas tout de suite à Tabakoro,
Le maire l'a dit, il y a des expropriations qui ne sont pas légales. Et c'est ce cas-là est là. Ceux qui ont des titres fonciers dignes de son nom, on a des exemples, qui ont des titres fonciers créés il y a 30 ans, mais aujourd'hui, ils sont obligés de céder leurs titres fonciers parce qu'on dit l'utilité publique. Or, ce n'est pas une utilité publique digne de son nom. Mais chez nous, l'État est fort. Pour les logements sociaux, pour, pour les besoins des logements sociaux. Vous estimez que ce n'est pas légitime? Oui, ce n'est pas légitime pour les logements sociaux. Ce n'est pas dignement l'utilité publique dit. Les logements sociaux profitent pourtant à des milliers de Maliens. Oui, ce n'est pas l'utilité publique. L'utilité publique est très claire. Hein? Alors, les logements sociaux profitent à plusieurs Maliens. Ça, c'est quand vous prenez dans l'ensemble. Quand on dit sociaux, il y a bien le social qui existe dans et ces là, propos. je tiens à vous dire, M. Sidibé... Donc, c'est bien utilité publique. Non, attention. Le problème qui se pose également, c'est ça. Il faudra que notre État et nous-mêmes, nous dissocions 3 éléments. Le droit, le social et la politique. Vous pensez que les 3 ne peuvent pas aller ensemble? Non, ce n'est pas possible. Il faut les dissocier pour bien aller. Et monsieur le maire, à qui appartient la terre au Mali? La terre appartient à l'État. Voilà. Quels que soient les documents qu'on possède. Non, c'est parce que la terre appartient à l'État qu'il cède chaque fois que les besoins se présentaient, qu'il cède une partie de son domaine, soit à un privé, soit à une collectivité. Maintenant, en cas de récupération de cette terre, si on obtient, on a un titre foncier, oui. Est-ce que l'État prime? Non, l'État prime. L'État a toujours primé. L'État, c'est l'État. L'État prime. Donc vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit non, je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne partage pas cette idée avec lui. L'État, dès l'instant où on parle de l'État, c'est fini là. Pour cause d'utilité publique, un programme, par exemple, de l'État, c'est une cause d'utilité publique. Les logements sociaux, par exemple. C'est public. Parce que celui qu'on a exproprié, lui, ces titres ne servent qu'à lui seul. Ou bien peut-être à sa famille, c'est tout là. Mais aujourd'hui, on peut y bâtir 20 000, 10 000, 15 000 logements. Au moins, il aurait dû même dire que bon, vraiment, j'y cède. Ou bien qu'on me donne un petit morceau pour mon usage, au moins agricole ou d'élevage. Et puis c'est toujours moyennant une forte somme. Une forte somme. Parce que c'est qu'on a exproprié. Si vous voyez qu'on exproprie, comme je l'ai dit si haut, c'est parce que ça n'a pas été réalisé. C'était un espace. Moi, je ne peux pas prendre 100 hectares, 50 hectares et puis garder ça pour moi-même. Parce que les titres, les TF est inattaquable. Donc la mise en valeur est obligatoire. Si c'est le cas là, je vais créer peut-être des milliers d'hectares là, peut-être dans la zone de mes cousins, vers Kidal Gao là, et puis garder ça pour peut-être après mon décès. Les gens vont en profiter. Mais s'il y a plus de place à Banyagra, ce n'est pas... Non, à Banyagra, il ne peut pas aller parce que là-bas, c'est la colline. De toutes les façons. Bon, mais malheureusement, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit, je crois que les gens en ont abusé. Ils en ont abusé. Ils ont amassé beaucoup d'hectares qu'ils n'ont pas réalisé réellement. Si, par exemple, les grands ranchs, si je partais sur 100 hectares, je trouvais 2000 vaches, 2000 laitières. Mais tu crois que le ministre a le courage de dire « Bon, non, je vais t'exproprier » La transition est toute trouvée pour parler de Sanamandougou dans la zone au fils du Niger. Ces terres qui ont été octroyées au groupe GDCM pour exploitation font beaucoup de bruit également. Oui. Donc vous estimez que si les populations autochtones n'ont pas mis en valeur ces terres-là, l'État a le droit maintenant d'octroyer cette terre pour la mise en valeur. Pour la mise en valeur. Mais doit-il tenir compte des conditions de vie de ces populations? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Alors quelles sont les mesures d'accompagnement, par exemple? Les mesures d'accompagnement, c'est d'abord la création d'emplois. Pour les populations autochtones. Pour les populations. Le développement. Et ça peut éviter aussi l'exode des jeunes. Le GDCM, je ne sais pas combien de jeunes il emploie aujourd'hui. En tout cas, pour tout jeune qui veut travailler, qui veut rester sur place pour avoir quand même quelque chose, ne va pas aller se noyer sur les mers. On a toutes les richesses ici au Mali. On a toutes les richesses ici. C'est la terre aujourd'hui,
Mais ces pays développés-là. Alors, j'entends une grogne de la part de Boubacar Tangara. Oui, peut-être qu'il est fatigué. Peut-être qu'il est fatigué, sinon, c'est pas parce que, sinon, parce que lui, peut-être c'est le représentant des sans-voix. Bon, il croit que les sans-voix, lui, il a plus de voix que moi. Alors, parce que non, moi, je sais qu'il a plus de voix que moi. Ça, les sans-voix, ça, c'est un prétexte. Sinon, alors, Boubacar Tangara. C'est que, monsieur le maire, ce que je vous ai dit, il fait une approche sociale droit. Quand je dis ces détenteurs de documents, de titres de propriété, l'État est en train d'abuser de sa position de force en leur rencontre. C'est très clair. Il s'agit pour moi d'une expropriation tout en mettant la forme. L'État qui exproprie sans pourtant au préalable met en ce qu'on appelle la forme. Et parmi ces formes-là, il y a l'indemnisation que ce même État en a dit. Et dans la constitution malienne, qui n'a pas été respectée. Mais là, en ce moment, on dit que ça n'a pas été fait dignement. Alors, maintenant, dire que c'est parce qu'on doit réaliser les logements sociaux ou autres, là, ça, c'est le social qui vient s'associer, qui vient maintenant en approche contre le droit. Bon. Nous, c'est ça notre position. Vous avez votre titre de propriété, c'est ce même État qui vous a donné, qui vous a rendu fort. Et s'il en a besoin, la forme est là. Quelle est la forme? Oui, c'est pourquoi j'ai dit, dans cette forme-là, entre autres, il y a l'indemnisation préalable. Vous pensez qu'il n'y a pas d'indemnisation préalable? Ici, dans ce cas-là, l'État n'a pas indemnisé comme ça se doit. L'État est venu, en vous convoquant, vous dire, bon voilà, je prends votre terre, et l'État a fixé maintenant son prix à prendre ou à laisser. Or, ce n'est pas ça. Maintenant, je vais revenir un peu en arrière. Alors, voilà, avant de revenir en arrière, s'il vous plaît, je donne la parole. Monsieur le maire veut réagir. Il veut juste réagir. Par rapport à la loi, Monsieur le maire, vous avez la parole. Voilà, merci. Monsieur Tangara, on indemnise à partir d'une réalisation. L'indemnisation dont il est question. On indemnise pour avoir gardé son titre pendant 10 ans, 20 ans. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Moi, je prends par exemple 20 hectares. J'ai déjà mon terre pendant 10 ans. Je n'ai pas mis une seule aiguille de réalisation là-dessus. On m'indemnise à partir de quoi? Pour avoir conservé ces titres pendant 10 ans, n'est-ce pas? Pour avoir fait le gardien. Sinon, tel que je l'ai dit. Donc l'État se base uniquement sur les réalisations? Non, c'est-à-dire pas seulement sur les réalisations, c'est un droit déjà acquis. Quand on crée un titre là en son nom, c'est un droit acquis, mais ça c'est une manière de parler. Sinon, l'indemnisation, quand on tire trop sur la ficelle, on indemnise quelqu'un, par exemple, qu'on a détruit, qu'on a démoli. Ou bien, par exemple, quelqu'un qui a déjà son immeuble de 5 étages ou bien 6 niveaux, qui, pour cause du trésor public, on veut l'enlever. Mais on est obligé de l'indemniser parce qu'il a investi. Il a réalisé. En faisant l'inventaire des investissements. Exactement, l'inventaire. Mais aujourd'hui, ces gens qui ont des titres fonciers là, à perte de vue, quelle évaluation on peut faire? Je vais aller m'arrêter pour dire que voilà, c'est très grand, il y a des arbres là-dessus. Alors la cellule des sans-voix a la parole. Non, la cellule des sans-voix là, vraiment, je crois que la cellule des sans-voix là, vraiment, je crois qu'il faudrait qu'ils disent à ces hommes là sans-voix là, la vérité souvent. D'accord. Parce que souvent, la vérité, c'est-à-dire qu'il faut leur dire souvent que vous voyez, là vous avez tort, là vous avez raison. Oui, alors, monsieur le maire, ça se passe comme ça. 45 minutes ne suffiront, les 45 minutes ne suffiront jamais pour boucler un débat sur le foncier au Mali. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Et malheureusement, je dois mettre fin à cette émission, à ce débat. Merci à vous, messieurs, pour votre disponibilité. Issa Guindo, ancien maire de la commune 4, et Boubacar Tangara de la cellule des sans-voix. Infiniment merci à vous, messieurs, pour avoir tenu les auditeurs en haleine durant les 45 minutes. Je suis Famoussa Sidibé, Gagné Kanté était à la technique, Mamadou Ouattara à la régie vidéo, Ousmane Diadje Touré m'a aidé à réaliser cette émission. Nous vous disons à demain pour un autre débat. Bonsoir. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue.